Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Ce soir, nous voulons faire un focus spécial sur un service qui a été créé par le président de la République il y a 5 ans, exactement aujourd'hui, qui a été opérationnalisé, pour mieux dire, par le président de la République sur ordonnance présidentielle il y a 5 ans. Le service, sûrement que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un service qui joue un rôle crucial pour l'électrification à l'intérieur ou même dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Ce soir, on va faire un focus sur l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, mieux connu sous le nom de ANSER, qui ne fait pas du tout concurrence à la SNEL, mais qui s'assure que les milieux entre guillemets périurbains puissent être desservis en électricité. Et donc aujourd'hui nous avons choisi, parce qu'ils ont 5 ans, de faire un focus pour voir ce qui a été fait et ce qui a pu être apporté comme électricité ou comme solution à des populations dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Avec son directeur général adjoint, l'ingénieur Damien Twambilanga Naël PCA, qui est sur place, nous aurons l'occasion de revenir sur un certain nombre de projets. Mais avant de commencer, je voudrais que nous puissions regarder un élément qui nous a été préparé et qui montre que les Congolais sont touchés quotidiennement par le travail qui est fait par ANSER. Bon gré mal gré, la révolution énergétique tant voulue pour le Congo profond implante peu à peu sa signature lumineuse dans des territoires lointains du Congo, où désormais les ménages, bâtiments administratifs, les hôpitaux, les PME et les institutions scolaires accèdent à l'électricité. Depuis Bisoto Bodama, Nambuko, ata même lumière de Moussoutou, les Alakate. Le quartier est devenu aussi développé. On peut voir la télé pendant la journée, la nuit, tout le temps. On peut repasser nos habits, on peut même étudier la nuit. Partant de la vision quinquennale du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur l'impérieuse nécessité de l'élargissement de l'accès pour tous aux services de base, en 2024, la consolidation du chantier de l'électrification s'est faite sur fond des synergies positives pour un impact plus inclusif. En 2024, nonobstant la multitude de facteurs inhérents à la vie politique et à la sécurité nationale, qui ont eu un incident accru sur la mobilisation des financements au profit de l'implémentation de son programme d'investissement prioritaire, On ne savait pas qu'un jour on allait avoir un courant stable comme ça. Et surtout à l'aéroport ici, on ne s'attendait même pas. Oui, le courant est passé. Maintenant, toujours un courant, 24 heures sur 24 heures, courant est efficace. Avant, on sert à ça la centrale solaire. On a 4 aéroports. Il y avait vraiment des difficultés. Le courant, ils allaient qui vraiment moins passé. Ils allaient qui 24 heures sur 24 heures. Et puis, la sécurité, est là qui met. Pour l'instant, vraiment, sécurité, t'as la lumière et ça là-bas. Et puis, à part, on a 4 aéroports. Dans les bandes, les sous-sous, après, c'est courant. Lorsque nous sommes venus dans ces quartiers, nous étions seulement les premières personnes à avoir le courant. Par jour, on dépensait au moins 50 000 francs pour acheter le carburant.
Et aussi d'autres fois, on trouvait des pannes sur les moteurs, on dormait même dans les sombres d'autres jours. Il n'y avait même pas moyen de circuler la nuit, mais grâce à l'ANSR, on peut se promener 2h, 3h, 23h, 20h. Nous avons la facilité de faire le pied de l'aéroport jusqu'au niveau des l'Oasis. Les valeurs l'aéroport, mon lit les alaki. Ouais, maintenant sur certains, mon lit les alaki, mais en tout cas, lumière et côté, c'est éclairage public. Ça, on sait qu'on a malonga. Envoyer des lumières publiques, ça nous fait du bien. C'est un courant qui est vraiment stable. On n'utilisait pas nos congélateurs, nos matériels pendant la journée. Et maintenant, là, on utilise ça. Les quartiers devenaient aussi développés. On peut voir la télé pendant la journée, la nuit, tout le temps. On peut repasser nos habits, on peut même étudier la nuit. L'utilisation, il y a courant carnet à SICO, il y a une différence parce que consommation en carburant, dépense, SICO, 24 sur 24, même avec les AT, clim, ils ont ça là, tout, ils ont ça là, donc normal. On a un grand plaisir d'avoir ce courant. Pas continuer que ça ou ça là, la performance. Merci beaucoup, Conseil. Voilà, merci beaucoup pour cet élément. Alors, Monsieur Damien Twambilangana, vous êtes directeur général adjoint de l'ANSER. Nous avons vu tout à l'heure les populations des Kananga se réjouir d'avoir accès à l'électricité, mais nous avons vu sur le reportage qu'il y a plutôt de panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quel travail vous faites et quelles sont les technologies que vous utilisez pour être sûr que vous donnez de l'électricité là où les populations en ont besoin et là où la SNEL n'a pas peut-être des bras longs? Merci, Excellence. Pour ce qui concerne... Bonjour, chers compatriotes. Donc, pour ce qui concerne les technologies, on utilise toutes les technologies. On évite au maximum possible tout ce qui est thermique, ça veut dire les groupes électrogènes, parce que comme vous savez, en dehors de l'aspect pollution, il y a aussi l'aspect du coût très élevé du carburant dans les zones dans lesquelles nous opérons. Donc les technologies que nous développons sont essentiellement le solaire, l'hydroélectricité, et lorsqu'il y a du vent là où on doit aller, nous avons les éoliennes et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons commencé à développer la filière biogaz, c'est-à-dire à partir des déchets organiques, produire de l'électricité, que ce soit pour l'électricité elle-même ou même pour la cuisson propre. Voilà. Alors, on va revenir au point de départ. L'ANSER, c'est quoi l'ANSER? Pour ceux qui vont suivre, en tout cas, ce soir, comment vous opérez? Quels sont vos rayons? Est-ce que vous êtes dans toutes les 26 provinces? Merci, Excellence. ANSER, en fait, c'est l'acronyme de l'Agence nationale pour l'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain. En fait, il y a deux volets. Vous voyez, il y a électrification et puis il y a services énergétiques. C'est-à-dire même lorsque on devrait produire de l'électricité, on devait électrifier des entités rurales, il faudrait impérativement que cela s'accompagne d'un programme de développement des projets d'usage productif qui vont garantir en tout cas un développement socio-économique de la zone. La mission de l'ANSER, effectivement, c'est la promotion de l'électrification dans les zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, on fête 5 ans. ANSER a été opérationnalisé le 17 juillet 2020 et aujourd'hui c'est 17 juillet 2025, on a 5 ans et le but c'était évidemment de pouvoir montrer ce qu'on a pu faire les 5 premières années et évidemment partager aussi nos perspectives pour les 5 ans qui arrivent. Alors, dans un premier temps, c'est clair qu'il faut planifier. Nous avions commencé par réfléchir la planification. C'est un secteur nouveau qui a été libéralisé à peine en 2014. Le PCA reviendra sur l'historique. Nous avions donc commencé par la planification. Et dans le cadre de la planification, nous avons produit ce que nous appelons les plans locaux d'électrification, les PLE. La RDC compte 145 territoires. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire
la stratégie d'électrification territoire par territoire. Chaque territoire a ses réalités et chaque territoire a une stratégie bien précise d'électrification. Et c'est un plan qui se met à jour régulièrement. Et après cela, nous avons, à l'issue de ces PLE, donc ces plans locaux d'électrification, on a dû dénombrer une histoire de 1100 projets à peu près. On a listé plus de 1100 projets sur l'ensemble des 145 territoires. Et nous avons mis en place ce que nous appelons le PIP, le programme d'investissement prioritaire, d'à peu près 270 projets. Et de ce programme d'investissement prioritaire, nous avons extirpé à peu près 65 projets en cours, 22 qui sont terminés, et il y en a à peu près 43 qui sont avec un taux d'avancement moyen des 60% et qui sont en cours. Pour le reste, c'est que nous avions au départ, évidemment, un target. Quand on commence, on se dit, par rapport aux besoins, la première année, déjà, nous allons développer 744 mégawatts par rapport aux besoins. Mais effectivement, les 5 dernières années, nous avons pu développer, c'est minime, mais il y a beaucoup de contraintes, plus ou moins 30 mégawatts, qui représentent pas grand-chose, mais par rapport aux chiffres. Mais si on prend l'impact réel dans les zones rurales et périurbaines, l'impact est très important, ce qui motive d'ailleurs, par rapport à notre planification des 5 ans à venir, atteindre plus ou moins 52% en 2030. Je vous donne un chiffre très rapidement. Dans les zones rurales, le taux d'électrification est de 1%. Et globalement, on parle de 20%, mais dans les zones où nous opérons, le taux est de 1%. Donc le défi à relever d'ici 2030, c'est de ramener le taux à 52%. Et pour ça, nous savons plus ou moins comment procéder. Je pense que lors de cet échange, nous allons présenter différentes approches. Alors, monsieur le DGA, peut-être qu'il fallait dire pourquoi on a besoin d'en serre là où il y a la SNEL. Pourquoi on a besoin d'en serre là où il y a la SNEL? C'est plutôt là où il n'y a pas la SNEL. Je parlerai plutôt qu'on a besoin de l'en serre là où il n'y a pas la SNEL. La SNEL, généralement, dessert les zones urbaines. Et depuis que Anser a vu jour, donc tout ce qui est zone rurale et périurbaine, Anser s'en charge. Mais nous avons un très bon cadre de collaboration avec la SNEL. Vous allez vous rappeler que la SNEL elle-même avait déjà une direction d'électrification rurale. Mais à l'avènement de l'Anser, la SNEL a dû transférer à l'Anser les études qui ont été réalisées dans les zones rurales. Aujourd'hui, nous opérons là où la SNEL n'est pas, mais même là où la SNEL est, ça nous permet de pouvoir développer autre chose. Je donne un exemple. Nous avons un grand projet qui se développe à Kananga, Mbombo, 20 MW, 19 MW plus ou moins. Nous avons prévu, par exemple, de pouvoir injecter un certain niveau de puissance dans un poste de la SNEL, parce que la SNEL a déjà un réseau. En injectant un certain niveau de puissance dans son poste, ça peut automatiquement desservir une partie de la population, et le reste de puissance, on peut desservir les autres zones rurales et périurbaines. Donc nous opérons essentiellement là où la SNEL n'est pas, mais là où elle est, on essaye d'avoir quand même un cadre de collaboration. Alors, on va donner la parole au président du conseil d'administration qui aura évidemment des éléments complémentaires à apporter. L'Anser a été opérationnalisé depuis 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner des indications du nombre, par exemple, des ménages qui ont été touchés? Est-ce que toutes les 26 provinces, parce que vous avez une stratégie territoire par territoire, est-ce que vous avez des projets dans chacune de nos 26 provinces? Et est-ce que les Congolais, par où l'Anser travaille, se disent contents de voir les résultats de ce que vous faites? Merci, Excellence, pour la parole. Je vous salue encore, distingués membres, du moins les chers journalistes. Anser, en réalité, est né de la réforme du secteur de l'électricité qui rentre dans le cadre de réforme que l'État a engagé depuis 2008
depuis 2008, où l'État s'est désengagé de tous les secteurs marchands. Alors, voilà pourquoi en 2014, on a abouti à la loi 14/011 du 7 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Cette loi ouvrait les secteurs au privé, parce qu'en réalité, les secteurs de l'électricité demandent beaucoup de capitaux et l'État, de par la Constitution, l'article 48 de la Constitution, l'oblige à pouvoir donner de l'électricité à chaque Congolais. Et donc voilà pourquoi l'État, en libéralisant les secteurs, a amené à la création de 2 établissements publics, dont l'un, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, est chargée de pouvoir gérer plusieurs opérateurs privés qui venaient du fait de la réforme, donc de l'ouverture du secteur. Mais aussi, l'État n'a pas voulu laisser pour compte les gens qui sont dans les milieux les plus défavorisés, les milieux ruraux et périurbains. Là, on a plus de la moitié de notre population. Et donc, voilà pourquoi il y a eu création de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Pourquoi cette emphase sur les services énergétiques? C'est parce qu'en réalité, Anser n'étant pas créé comme un opérateur, donc c'est la différence avec la SNEL qui est un opérateur et qui est maintenant avec la loi se retrouve en confrontation avec différents autres opérateurs, mais il y a des milieux qui n'attirent pas du coup les privés. Donc c'est les milieux ruraux et périurbains, parce que si vous voyez même la configuration de nos provinces, et vous verrez que certains chefs-lieux ont plus les milieux ruraux et périurbains. Donc l'État n'a pas voulu perdre la main, l'État voulait intervenir dans ce lieu-là, où il pouvait susciter l'intérêt des privés. Voilà pourquoi Anser a été créé, il a double mission, celle de promouvoir l'électrification, mais aussi de financer l'électrification. Alors, pour ça, les Anser devraient justement pouvoir faciliter l'intérêt, susciter l'intérêt des privés dans ces zones-là, en menant certaines actions de promotion, notamment, comme M. le DG l'a dit. Donc, on a mis d'abord beaucoup de temps dans la planification, dans une approche bottom-up, donc une approche partant des territoires, partant de leurs besoins, pour sortir les plans locaux d'électrification, PLE, et assorti d'un programme d'investissement sur les 5 premières années. En réalité, c'était 2021-2025 et ça a été revu en 2022 parce que le temps de mettre tous les outils de gestion, que ce soit des projets même du personnel en place, et ces programmes d'investissement n'a pu commencer que vers fin 2023. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi on est à 65 projets, nonobstant certaines difficultés. Alors, les ressources d'Anser viennent essentiellement de dotations budgétaires annuelles de l'État, de ressources propres, nées de la parafiscalité, parce que l'État, dans les ressources, pour donner les moyens à l'Anser de pouvoir financer l'électrification, À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, la culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans. Contrat d'achat d'électricité pour vraiment sécuriser son investissement. Mais dans ces milieux-là, vous ne trouverez pas ça. Voilà pourquoi l'État a donné des moyens à Anser pour pouvoir justement développer ces projets, susciter l'intérêt d'électrification donc au privé. Alors, service énergétique, c'est une dimension importante parce que si on fait
comme d'habitude, business as usual, on ne va pas aboutir au même résultat. Et comme l'État-providence est déjà aussi dévolu, il est important qu'on puisse organiser pour que cette population-là, à partir du produit électricité, soit en mesure de créer des revenus pour faire face elle-même au coût de l'électrification. Parce que l'électricité a un coût. Et donc, ce n'est pas gratis. Donc, ça a un coût. Voilà pourquoi même dans notre approche, on produit de l'électricité au moindre coût possible. Mais aussi, on accompagne les privés à travers certaines dispositions. Notamment, il y a le Fonds Mwinda qui est aussi fait pour pouvoir minimiser les risques des privés et l'attirer davantage. Voilà pourquoi nous, dans notre argot, on dit, même dans les terres arides, la verdure peut croître, parce qu'avec tout ce que nous faisons comme action, et donc ça commence à attirer davantage les privés dans ces milieux-là. Alors donc, et par rapport à l'organisation, nous sommes dans l'approche de développement des projets. Voilà pourquoi dans un premier temps, on a circonscrit le pays en 6 pôles. Vous avez les pôles ouest, où nous avons Kinshasa, l'ancien Grand Bandundu et le Congo central. Et donc vous avez les pôles Équateur, où vous avez Grand Équateur, où vous avez toutes les provinces de l'ancienne province de l'Équateur. Vous avez les pôles Est, avec les Nord, les Sud Kivu et les Tanganyika pour faciliter des communications et les Maniema aussi. Donc vous avez les pôles Grand Katanga, avec les Haut-Katanga, les Lualaba, et les deux, et puis vous avez le pool, les grands pools, c'est le pool Grand Kassai, qui, lui, a eu, par rapport à certaines approches, où on a développé plusieurs projets, mais le pool Grand Katanga comprend tous les grands Kassai, donc les Sankourou et tous les restes. Alors ça nous permet justement de pouvoir, parce que dans ce pool-là, on a les coordonnateurs des pôles provinciaux, parce qu'en réalité aussi, Anser sert de conseiller de nos provinces, parce que nos provinces peuvent au jour d'aujourd'hui, à travers Anser, pour développer des projets d'électrification et obtenir aussi l'encadrement d'Anser dans la mise en œuvre des projets. Donc je pense que je peux m'arrêter à ce niveau. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur Camille Kabasele. On va commencer la série des questions avec monsieur Amédée Moirabou. Vous pouvez aller vous rasseoir. Mais bien avant qu'il ne prenne la parole, Monsieur le Directeur Général Adjoint, quels sont aujourd'hui, 5 ans après, le projet que vous pouvez présenter comme étant des réussites? Ça veut dire que vous avez commencé et vous avez abouti à travers le pays. Aujourd'hui, nous avons, comme je disais, à peu près 22 projets terminés. Je peux citer très rapidement, nous avons terminé des centrales, on a commencé par les Grands Bandundu, Bongayasa, Ipamu. Aujourd'hui, dans le Grand Kassai, nous avons... Bongayasa, Ipamu, c'est dans quel territoire pour nous permettre d'avoir une vue géographique d'où c'est? En tout cas, c'est de l'Okwilu, le Grand Bandundu. Bongayasa, Ipamu, je ne peux pas vous donner la précision, le nom du territoire, Eric mais en tout cas, c'est même beaucoup plus... En disant Bongayasa, c'est même beaucoup plus précis. Idiofa. Le territoire d'Idiofa. Voilà. Nous avons électrifié Lumumba-Ville dans le Sankourou. Aujourd'hui, Lumumba-Ville est électrifiée. Au-delà de l'éclairage public, il y a une centrale à Tchumbe, il y a une centrale à Wembonyama, une centrale à Lubefu, Lusambo. Et aujourd'hui, dans le Grand Kassai, au niveau de Kananga, je pense que vous venez de voir les images que nous avons projetées. À Tanganyika, au niveau de Congolo, et puis quand vous allez à l'Équateur, à Bassan-Koussou et à Bongandanga, donc il y a une vingtaine de projets déjà terminés. Je vous invite vivement à prendre nos rapports annuels qu'on a ramenés ou aller sur notre site internet. Vous pouvez en tout cas accéder aux données précises en rapport avec tous les projets qui ont été réalisés. Voilà, merci. On va prendre la question de M. Amédée Moirabou. Amédée Moirabou pour Finances et Entreprises. Au fait, je voudrais revenir sur les chiffres clés de l'ANSER. 5 ans, c'était prévu que vous puissiez mobiliser combien de fonds et vous avez pu investir combien? Et pour plus de lisibilité, c'est vrai que vous avez donné quelques coins où vous avez électrifié. En 5 ans, combien de mégawatts
avez-vous vraiment produit ou mis à la disposition des populations? Ça, c'est la première question. La deuxième question, la libéralisation du secteur de l'électricité, c'est depuis 2014, et on voit qu'il y a très peu de privés dans les secteurs. Alors, qu'est-ce que fait l'ANSER pour justement mobiliser les opérateurs économiques privés à investir dans le secteur de l'électrification en RDC? Merci. Voilà. Merci, M. Marabou. La première question, combien nous avons pu mobiliser pour les 5 ans? Nous avons, pour les 5 ans, mobilisé plus ou moins 50 millions de dollars qui sont la dotation de l'État congolais. Et c'est avec ces 50 millions de dollars, effectivement, que nous avons réalisé tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire 65 projets qui sont en cours, dont 22 terminés. Et les 43 restants, le taux d'avancement, c'est plus ou moins de 60%. C'est avec la dotation de l'État. La deuxième chose, par rapport à la puissance qui devait être développée, nous avions, nous, planifié, en tout cas, pour la première année, de pouvoir développer plus ou moins 700 mégawatts, mais nous en avons produit avec précision 38 mégawatts. Les 38 mégawatts, c'est effectivement en rapport avec tous les projets réalisés que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et je profite effectivement pour pouvoir donner les targets que nous avons dans les 5 ans qui vont venir. Dans les 5 ans qui vont venir, nous pensons atteindre 8000 mégawatts. Mais c'est clair que c'est un énorme défi qui ne dépend pas que de ANSER, mais nous avons toutes les capacités techniques et stratégiques qui peuvent nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif. On peut encore revenir sur ça. Et effectivement, d'ici 2030, il faudrait, de manière globale pour l'ensemble du pays, avec tous les programmes compacts énergétiques qui arrivent, on parle en termes de 40 milliards, mais en réalité, pour nous, par rapport au public, il faudrait mobiliser plus ou moins 5 milliards de dollars dans les 5 ans à venir. C'est un réel défi par rapport à notre gouvernement et par rapport à notre capacité de mobiliser les partenariats internationaux. Alors, la question sur les privés, ça c'est une très bonne question. Le secteur a été libéralisé depuis 2014, mais vous allez voir que les 5 dernières années, il n'y a eu que 20 titres qui ont été donnés aux entreprises pour pouvoir opérer. Hein, c'est un défi réel à relever sur la lourdeur administrative. Ce sont des structures jeunes, effectivement, nous et l'ARE. Il est question de pouvoir booster, d'une certaine manière, le fonctionnement pour que nous puissions atteindre, en tout cas, un nombre plus élevé des opérateurs privés. Nous participons beaucoup à des forats internationaux. Nous rencontrons beaucoup de privés qui sont intéressés, évidemment, à venir au Congo, parce que le Congo, c'est un grand marché. Je vous disais que dans les zones rurales et périurbaines où vivent 80 millions de nos concitoyens, le taux, c'est seulement 1%. Et tout ce que vous avez, ce que vous connaissez comme ressources qui attirent les investisseurs privés, se trouve dans les zones rurales et périurbaines. Ce qui fait qu'il y a un grand intérêt. Chaque fois que nous participons à ces forats, nous sommes approchés, nous faisons des démarches, mais nous sommes approchés par ces gens. Ce qui arrive, c'est que nous avons on a construit ce qu'on appelle le guide de l'investisseur dans notre secteur. On sait comment on l'accueille, on essaye d'identifier ses besoins, on essaye de voir quels peuvent être les goulots d'étranglement et nous l'accompagnons. Nous sommes un établissement public. Si lui doit obtenir un titre auprès de l'ARE, c'est une structure sœur. Donc on a des passerelles beaucoup plus faciles. S'il faudrait qu'il obtienne un agrément au niveau du secrétariat général, nous sommes un établissement public, on a des passerelles beaucoup plus faciles. Donc au travers de ce guide, nous avons mis en place des mécanismes pour faciliter les investisseurs privés qui arrivent. Et je voudrais vous garantir qu'il y en a beaucoup. Nous avons signé au mois de mars à Berlin un contrat avec la société GOF pour développer des centrales dans à peu près 200 villages pour un montant de 150 millions de dollars. On a signé un protocole d'accord avec la société Angélique pour aussi plus ou moins le même montant. Et il y a beaucoup d'expressions, en tout cas d'intérêt des privés dans ce sens-là. Et nous mettons en place ce mécanisme pour pouvoir les accompagner. Nous espérons vivement qu'avec tout ce qui se met en place pour pouvoir fluidifier l'administration, nous pouvons arriver, en tout cas d'ici 2030, à augmenter ce taux des privés. Merci. Voilà, on va prendre la question de M. John Kanyuno. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole.
Mes deux questions s'adressent directement au directeur adjoint, général adjoint des lanceurs. Monsieur le directeur général adjoint, la population, qu'elle soit rurale ou urbaine, a droit à l'électricité, comme cela a été promis par le président de la République lors de la campagne électorale de 2023. Cependant, compte tenu de la situation des guerres dans l'est de notre pays, comment comptez-vous remplir votre obligation dans les zones contrôlées par le gouvernement, mais où des groupes armés exercent leur autorité? La dernière préoccupation, outre les défis sécuritaires auxquels vous êtes confrontés dans les zones de l'Est, quels sont les autres défis que vous avez identifiés et comment envisagez-vous les surmonter afin de mettre en œuvre le plan d'action des lanceurs? Merci. Merci beaucoup, mon frère. Par rapport aux zones occupées, c'est clair que je prends le cas de Goma. Nous avons nos bureaux à Goma. Tout à l'heure, le PCA vous a dit que nous sommes organisés en termes de pool. Et notre pool au Grand Est a un bon bureau avec du personnel à Goma. Au moment où je vous parle, ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler pour les raisons que vous comprenez. Ils ne sont pas en sécurité. Alors, nous venons récemment de recruter un nouveau coordonnateur pour la zone et il va se positionner à Kindu, parce qu'on ne peut pas non plus laisser la zone comme ça. Donc, il va se positionner à Kindu où il va travailler beaucoup sur Maniema, évidemment, le temps que les choses puissent se régulariser. Donc, voilà. Mais sinon, nous avons un bureau à Goma. Nous opérons à partir des Goma. Nous avons la facilité d'atteindre tous les autres coins du Grand Est. Pour les autres défis, il y a plusieurs défis que nous avons. Des défis, par exemple, de logistique. Vous savez, lorsqu'on construisait la centrale de Bongayasa, on a ramené des panneaux par route, mais 20% des panneaux ont été cassés à l'arrivée. Donc, c'est très difficile. Et par rapport à ça, nous avons même fait des démarches pour rencontrer nos frères de Foner, nos frères de l'Office des routes. C'est pour voir comment est-ce qu'il est possible, dans leur planification, de positionner déjà les axes qui concernent nos projets. Ça facilite en fait l'acheminement des équipements. Pour Tchoumbe, Lodja et Lumumba-Ville, on a dû acheminer du matériel par avion. Ça coûte plus cher. Et vous savez, quand le coût de logistique et tout ça coûte cher, ça a une incidence sur le prix du kilowattheure que paiera la population. Donc la route, c'est un énorme défi. Un deuxième défi déterminant, c'est clair que le défi, le grand goulot d'étranglement, c'est le goulot d'étranglement financier. Je viens de vous dire que c'est seulement 50 millions de dollars qui nous ont permis de faire ce qu'on fait. Si on fait une moyenne, c'est 10 millions qu'on reçoit chaque année du gouvernement pour faire ce qu'on a à faire. Mais par rapport au target à atteindre, nous sommes vraiment dans une démarche de sensibilisation assez active du gouvernement pour qu'ensemble nous puissions trouver des mécanismes qui peuvent nous aider à pouvoir surpasser ce goulot d'étranglement. Voici les difficultés que nous avons, mais nous avons la foi que les choses sont en train de se régler et que nous allons reprendre normalement la vie à Goma et ailleurs. Voilà, merci. En attendant de prendre la question de Tite Eliong, il y a quand même un petit rappel que je voudrais faire ici. Pourquoi on a créé l'ANSER? Parce qu'en République démocratique du Congo, nous savons que nous avons Inga, qui a le potentiel qui est celui-là, mais Inga, même si on les développe, ce ne sera pas la source de production, ce n'est pas la seule source de production d'électricité que nous avons. Nous avons tant de rivières, nous avons du vent, nous avons du soleil, et nous avons des populations dans des milieux justement ruraux et périurbains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc ANSER a été créé spécifiquement pour profiter de ces potentiels naturels que nous avons, pour produire de l'électricité et donner du courant à des Congolais partout où ils se trouvent. En attendant, évidemment, que la SNEL ou que nous puissions développer Inga dans ces trois phases. Mais quels que soient les développements qu'on peut faire de Inga, ce que nous devons retenir, c'est qu'à travers cette agence spécialisée, nous voulons nous assurer que tous les autres potentiels de production en électricité, même petits, puissent servir à donner de l'électricité à nos populations environnantes, parce que point n'est besoin de vous rappeler que sans électricité, on ne peut pas penser développement. Monsieur Tite Eliong, allez-y pour votre question. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. J'ai trois petites questions. La première question, Monsieur le Directeur Général, nous sommes vers
Kasaï Central, ou un projet sur la construction d'une centrale de 12 MW, microcentrale bien évidemment, sur la rivière Loulois appelée Mbombo. Je vais un peu comprendre au niveau de la fiche technique de ce projet, où il est question, en 24 mois, il faut mettre en place toute une structure, comme l'a dit le ministre Mouyaya, desservir la population en courant électrique. Est-ce qu'en ces jours, vous pouvez dire à la population congolaise où vous en êtes par rapport à la construction de ces centrales? La deuxième question, il y a déjà le bruit qui circule, faisant foi, que ANSER, à la différence de la SNEL, qui a pour mission, s'il faut vider le fond du décret qui porte sur la perception, le fonctionnement des ANSER, vous n'avez que pour mission, n'est-ce pas, la construction, non pas dans la gestion, mais on a entendu que ANSER pense déjà à la gestion de la future centrale. Essayez d'éclairer un peu l'opinion là-dessus. La deuxième question. La troisième et la dernière question. La dernière question, monsieur le ministre. Nous sommes au niveau de responsabilité. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ANSER avec d'autres services énergétiques. Est-ce que votre travail se limite simplement au niveau de la construction et au niveau de la gestion? Qu'est-ce qui va se passer si jamais la centrale tombe en panne? Essayez un peu de nous focaliser. Et une petite question par rapport au mix énergétique. Quelles sont les différentes sources que ANSER compte mettre en place pour faire fonctionner un peu ce projet? Parce que l'Union européenne qui était avec vous, nous ne savons pas où est-ce que l'Union européenne est partie. On vous donne la possibilité d'utiliser le crédit carbone. On donne également la possibilité avec l'électricité, les redevances. Et nous avons trouvé, les directeurs Kabassé parlaient ici, la difficulté des financements. Est-ce que tous ces moyens-là ne suffisent pas pour permettre à ANSER de travailler, de donner un peu d'argument au président de la République à ce qui concerne la mise en place de ces services énergétiques? Merci. Merci beaucoup, monsieur Tité, c'est ça? Voilà. La première question, c'est la fiche technique du projet de la centrale hydroélectrique de Mbombo. En quelques mots, nous avons, cette centrale est prévue pour produire 19 MW que nous pensons réaliser, comme vous le dites, en 24 mois. Pourquoi 24 mois? Parfois, ça surprend. Si vous allez à Mbujimaï, dans le territoire de Miabi, il y a les Chinois qui ont construit la centrale de Tubitubidi. Ils l'avaient construite spécialement pour exploiter le diamant dans la zone. Et cette centrale, qui est de plus ou moins 12 MW, a été construite en 16 mois. Et c'est d'ailleurs les mêmes Chinois, par rapport à leur expertise dans la zone, c'est les mêmes Chinois que nous sommes en train, en tout cas, d'utiliser pour la centrale de Mbombo. Je disais qu'elle a 19 MW en puissance installée et 24 mois. Et c'est pour desservir non seulement une partie de la population de Kananga, mais c'est surtout les zones rurales et périurbaines. La ville de Kananga a 5 communes, mais vous savez, il y a des communes, elle a au moins 4 communes rurales ou périurbaines. Ce qui fait que notre centrale permettra à la fin de desservir toutes ces communes. Vous savez, la ligne Inga-Kolwezi traverse le Kasaï, mais les gens qui sont là n'ont pas d'électricité. Et nous, on ne veut pas que ces choses se reprennent. On tire une ligne sur la Louloua, on l'amène à Kananga et tous ces villages que nous traversons, Chibambula, Konko et consorts, n'ont pas d'électricité. Non. Nous allons privilégier effectivement ces zones-là, mais on pense quand même desservir une bonne partie à Kananga au travers évidemment de notre collaboration avec la SNEL. La deuxième chose, ANSER est en train de penser à la gestion. Je pense qu'on parle du même projet, alors que ce n'est pas notre boulot. Oui, tout à l'heure, le PCA vous a rappelé aussi que le secteur a été libéralisé. Nous travaillons pour booster le secteur privé. Aujourd'hui, je vous disais que du gouvernement, nous avons reçu 50 millions, mais ça nous permet, nous, de pouvoir identifier des partenaires privés qui ramènent 10 fois ou 20 plus que ça. Et c'est ça qui motive aussi le fait qu'il faut booster le secteur privé.
Pour la centrale de Mbombo, il y a des privés qui sont positionnés. Il y a des privés, il y a des fonds privés qui sont dedans, mais il y a aussi des fonds publics que nous voulons. Nous aimerions bien que cette centrale, qui est très stratégique pour cette province, qui est plutôt le concept de PPP, le partenariat public-privé. Les privés sont là, mais l'État est là aussi. Ça permet de pouvoir contrôler un peu le privé, se rassurer que tout se passe dans des bonnes conditions. Donc ici, ce n'est pas nous qui allons gérer. On n'a pas la mission de gérer. Ce sont des privés qui vont gérer cette centrale. Et nous encourageons beaucoup, même les provinces, à pouvoir créer des sociétés provinciales d'électricité comme la SNEL, mais ce sont des SNEL créées par les provinces, ce qui est le cas par exemple de le Congo central aujourd'hui. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central qui ont mis en place une sorte de société pour gérer tout ce qui est source d'énergie dans la zone. Donc effectivement, nous, on ne va pas gérer, mais nous avons des privés qui vont se positionner, mais tout est réglementé. Nous sommes là quand même pour le contrôle, que ce soit pendant la construction ou que ce soit pendant la période d'exploitation et de gestion. Une autre question, c'est que faire si la centrale est en panne? Vous savez, pour que lorsque nous, on construit des centrales et qu'il y a un privé qui doit se positionner, il présente un business plan. Pas seulement un business plan, mais il présente aussi un plan de gestion de la centrale, un plan de maintenance et tout ça. Ce sont tous ces facteurs, et puis la capacité financière. Ce sont tous ces facteurs qui peuvent être déterminants pour dire oui, cet opérateur est crédible ou pas. Donc, un privé qui vient pour gérer la centrale, il y a un plan de maintenance qui est contenu, qui est dans le dossier en fait qu'il est en train de présenter. Et puis, comme je vous dis, Anser a une direction technique très développée avec une expertise de haut niveau. Ça nous permet de mettre en place aussi un plan de suivi, sans pour autant entrer dans la gestion, cela pour nous rassurer que tout se passe bien. Dans tous nos projets, regardez le niveau de contrôle. Le premier contrôle, c'est que nous avons des directeurs provinciaux, des pôles. Dans le Grand Kasaï, où se trouve ce projet, il y a un directeur provincial. C'est un élément de contrôle. Nous avons des DPO, des délégués à pied d'œuvre, qui sont dans la région, qui est un agent en serre. Nous engageons toujours des cabinets conseils. Eux, ils sont même pendant le processus pour faire respecter le cahier des charges. Dès qu'il y a une erreur, tout de suite, ça se corrige. Avant de valider les factures et qu'on puisse payer, il faut que tout se passe selon les normes. Il y a le bureau conseil. Au sein de la société elle-même, on se rassure aussi qu'ils ont un dispositif qui permet de contrôler tout ça, pour nous rassurer qu'à la fin, nous avons une unité qui correspond exactement au cahier des charges. Mix énergétique, oui, nous sommes dans ça tout à l'heure. Je répondais à la question de son Excellence en disant que nous sommes dans toutes les technologies propres. C'est vrai que toutes nos centrales solaires, nous avons toujours un backup en thermique, mais pas beaucoup, c'est juste pour intervenir dans le cas où il y a un souci, mais nous privilégions tout ce qui est énergie propre. Le solaire, l'hydroélectricité, le soutirage. Aujourd'hui, quand on parle avec la SNEL, c'est qu'on soutire à certains endroits sous les lignes de la SNEL pour desservir. Et puis les éoliennes, c'est bien parce que le problème, c'est qu'au Congo, il n'y a pas tellement d'endroits où on peut développer les éoliennes. On n'a pas encore développé aussi en serre la filière éolienne, mais on a développé la filière biogaz. J'ai parlé des déchets. Donc, il y a des centrales solaires et des centrales hydroélectriques qui vont se connecter, qui vont s'interconnecter à un moment donné, mais généralement, c'est aussi en fonction des besoins qu'il y a. Vous arrivez tout à l'heure, je vous disais par rapport à nos plans locaux d'électrification, la stratégie de Bongandanga n'est pas la même que la stratégie du côté de Lumumba-Ville. Parce que vous arriverez par exemple à Bongandanga où vous n'avez pas de rivière, mais vous avez un grand espace pour le solaire. Mais vous arrivez sur un site où vous avez une rivière, mais qui n'a pas un grand potentiel, mais vous avez aussi de l'espace. On peut faire les deux pour mixer et augmenter la capacité en fonction de la demande actuelle et à venir. Et la toute dernière question, j'ai vu, oui, vous avez évoqué la question du crédit carbone. Nous sommes dans des pourparlers avec la VPM de l'environnement, parce que sur les 10, on a 10 actes pour les redevances de l'ANSER, nous avons réussi à activer que 2. Mais parmi ces actes, il y a aussi une taxe sur le carbone pour laquelle nous avons droit à une certaine quotité et nous sommes dans des négociations avec le ministère de l'Environnement pour voir comment capter ces fonds. C'est clair que nous avons même engagé un consultant qui aujourd'hui nous accompagne dans la compréhension et de l'implémentation d'une stratégie carbone. Toutes nos centrales sont propres.
c'est des kilowattheures qui sont propres. Lorsqu'on construit une centrale solaire hydroélectrique ou une centrale à biogaz, il y a des millions de tonnes de carbone qui sont évitées. C'est des millions de tonnes de carbone qu'on peut faire valoriser à différents niveaux pour capter des moyens financiers. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous faire accompagner pour arriver à capter cela. Voilà, c'était une question intéressante parce qu'elle nous a permis de voir la complémentarité qui existe, par exemple, parce que nous parlions de barrages de Mbombo et des Katende. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Katende, c'est le grand, qui regarde les opérateurs économiques, les grands de consommation urbaine, et Mbombo, qui regarde les milieux ruraux, qui va permettre de faire cette couverture. Et donc, pour le président de la République et les gouvernements, c'est la combinaison de ces éléments qui peut nous permettre de nous assurer que les Congolais, partout où ils se trouvent, ont accès à l'électricité. On va prendre la prochaine question avec Dominique Mukenza. Merci, Son Excellence, pour la parole. Ma question que j'adresse au DGA de Lancer a 2 volets, sinon dans une certaine mesure 3 volets. Monsieur le DGA, vous avez dit que vous avez lancé ou initié 65 projets, dont 22 sont déjà achevés. Alors, de nos recherches, il se révèle que les 22 projets déjà finalisés traînent à être mis en exploitation. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là? Non, je n'ai pas fini. Ah, il y a une deuxième question. Donc, le deuxième volet, peut-être vous ne l'avez pas dit, la plupart des projets sont bloqués faute de financement. Or, Lancer bénéficie, entre autres, des mécanismes de financement, les taxes et les redevances. Mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que vous ne parvenez pas à activer cela pour que votre agence soit totalement dotée d'un budget permanent? Enfin, si vous pouvez nous citer quelques projets phares dont l'impact est visible, qui sont déjà réalisés par ANSER. Oui, merci Monsieur Dominique. Les 22 projets, on ne sait pas les opérationnaliser. Pourquoi? C'est une très bonne question. Les 22 projets sont terminés et même des connexions sont faites. Et nous sommes dans une période de test. Hein, tous les IPC construisent pour nous donnent quand même une année de garantie. Et nous, pendant cette année, nous devrons tester l'entièreté du système. Et nous, on va plus loin, même tester le modèle économique. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas opérationnaliser cela conformément à la loi? ANSER, la loi ne lui donne pas le droit de gérer les centrales. Nous construisons, mais nous avons la mission de coordonner la gestion et l'exploitation des centrales. Mais en réalité, l'entité qui est chargée de pouvoir identifier une société privée pour la gestion, c'est notre structure sœur, l'ARE, l'autorité de régulation. Donc c'est elle qui est censée le faire. Mais il faut aussi reconnaître que la loi est très ambiguë sur toutes ces questions. Vous imaginez, on nous dit à nous, nous avons la responsabilité de coordonner la gestion et l'exploitation, mais c'est l'ARE qui doit devoir recruter le gestionnaire. En même temps, il y a des processus que l'ARE doit respecter, des processus de droit. Nous sommes 2 structures jeunes et nous sommes vraiment en train de nous positionner et de nous stabiliser. Et ça crée quand même un vide. Hein, il y a comme un vide qui ne nous permet pas légalement de lancer la gestion. C'est ainsi que nous avons finalement saisi notre ministre de tutelle. Hein, au moment où nous parlons, ce dossier est sur sa table. Il est en train de travailler sur ça pour voir dans quelle mesure on peut décanter cette situation pour que finalement les centrales puissent être accessibles
au privé et que la gestion devienne normale. Pour le moment, nous avons mis en place un mécanisme qui nous permet quand même de pouvoir contrôler tout ça, mais à la longue, ça risque de poser des problèmes parce que toutes ces centrales, si elles ne sont pas exploitées, elles sont exposées au risque de vandalisme. Ça, on en a vécu, nous, 2 fois. Et puis, il y a aussi la difficulté de l'amortissement. Vous savez, une centrale solaire, vous avez des panneaux qui ont une durée de vie de 25 ans, des batteries, c'est entre 5 et 7 ans, mais il y a des centrales qu'on a terminées, ça fait déjà 1 an. Ça veut dire que la batterie est déjà amortie au moins pour 1 an. Donc il y a une urgence et je pense que notre ministre de tutelle prend ça très au sérieux et des solutions très rapides seront prises dans les jours à venir. Alors, pour le financement, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pouvoir atteindre nos targets alors que nous avons quand même le financement? Je vais vous donner quelques chiffres et c'est un défi à pouvoir relever. J'en ai donné déjà quelques-uns tout à l'heure. J'ai dit que les 5 dernières années, nous avons reçu 50 millions du gouvernement. N'oubliez pas qu'on est en guerre aussi. Les prévisions que nous on a faites la première année étaient de 750 millions de dollars pour les 5 ans à venir, pour les 5 ans depuis 2020, mais c'est 50 millions qu'on a pu avoir au niveau de l'État. Quelle est la difficulté qu'on a parfois lors de la mobilisation des investissements privés? Il y en a des gens qui prennent de risques, qui viennent quand même. La difficulté est que les gens veulent voir qu'est-ce qui est mis sur la table par l'État, pour voir dans quelle mesure eux aussi venir. Et une autre difficulté, c'est effectivement toute cette situation globale qui fait que parfois les privés hésitent. Ici, l'État, 50 millions de dollars pendant 5 ans, 10 millions par année, c'est très peu. Les redevances que nous recevons au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore activé toutes les redevances. Il y en a encore 8 à activer, mais ce sont des démarches, c'est un combat des titans, parce qu'il faut convaincre les ministres. C'est une démarche énorme qu'on doit faire. Pour l'instant, il n'y en a que 2, et je peux vous dire que si je fais la somme de ce qu'on reçoit dans l'année, ça ne dépasse pas 10 millions l'année. Alors, il y a un effort que nous devons faire ensemble du côté du gouvernement, mais aussi un grand travail que nous devons continuer à faire pour mobiliser le secteur privé afin qu'il vienne pallier en fait pas à nos failles, mais en tout cas à notre déficit sur le plan financier. Troisième question, les projets phares. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Vous avez vu le projet de Kananga, les témoignages. C'est exactement la même chose quand vous allez à Bongayasa, exactement la même chose si vous allez à Tchumbe, Lumumba-Ville, à Ngandajika, la même chose si vous allez à Basankusu, à Bongananga. C'est exactement le même modèle, avec le même impact. Mais lorsque cette situation sera réglée, celle de l'opérationnalisation, ça nous permet alors en ce moment-là d'atteindre tout le monde. Je vous donne un chiffre. Lorsque nous avons, les toutes premières années, nous avions... la capacité, en tout cas, de desserte était pour 95 125 ménages, pour les 38 mégawatts qu'on a mises. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore connecté les 95 000, mais nous avons la capacité de les connecter. On a connecté quelques-uns pour le test de nos centrales, mais on a la capacité de les connecter, mais on n'a pas encore fait totalement, parce qu'il faut que ce goulot d'étranglement puisse être réglé, et j'ai la foi que ça va se régler très vite. Mais bien sûr que ça va se régler vite, parce que c'est justement l'un des points sur lequel nous nous penchons au niveau du gouvernement, parce que nous considérons que donner de l'électricité aux Congolais à la base, c'est permettre justement, par exemple, de conserver ce que l'on peut produire et de nous assurer que nous prenons des initiatives. On a vu tout à l'heure dans les reportages les populations qui sont aux environs de l'aéroport de Kananga qui peuvent aujourd'hui bénéficier de tous les avantages liés à ces secteurs. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir dans un prochain exercice avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, avec lesquels nous avons déjà discuté sur le sujet, et on aura l'occasion de faire le point. Ici, c'est que Anser vous dit, démontre justement l'engagement du gouvernement. Évidemment, on est dans un contexte qui est celui-là du fait de la guerre, mais que rien n'est laissé, surtout pas un secteur qui peut être un secteur catalyseur. Parce que lorsque vous avez un congélateur dans un village, vous avez un réchaud dans un village, ça peut vous servir à avoir un bar ou un maléwa ou une possibilité de survie. Et donc, il faut considérer que le fait, par exemple, pour ces 5e anniversaires, nous le mettons en avant, c'est pour voir dans quelle mesure nous avons déjà commencé à travailler, à donner des réponses, mais c'est pour aussi vous donner une idée de l'impact finalement. Lorsqu'on vous dit les premières cibles, c'est 95 000 ménages,
95 000 ménages. Si on part d'un ménage de 5 personnes, on est déjà à peu près 475 000 personnes, un demi-million. Et donc, ça veut dire qu'avec les différents projets qu'il y a dans les portefeuilles, avec évidemment l'appui du gouvernement et d'autres mécanismes qui sont mis en place pour réussir à financer cette agence, nous serons en mesure de donner plus d'électricité à nos populations et de ce fait créer les effets induits liés justement à l'arrivée de l'électricité dans ces zones. On va prendre les prochaines questions de Onassis Mutombo et Gilbert Fundi et on va terminer avec Thierry Landou pour une question en Lingala. Onassis Mutombo de www.art.cd, le premier portail numérique des agricultures. D'abord, ma question au DG. Comment la population congolaise accède à vos services? Est-ce qu'ils payent des factures ou c'est juste vous livrer vos services gratuitement? Au ministre de la Communication, c'est une question d'actualité, si vous le permettez. À 115 km de la ville de Guémena, nous sommes au port d'Akula, dans la province du sud Bangui. Il y a un proverbe qui dit « Soki omonindoki, belela ». Alors, moi, ma question est celle de savoir, vous soutenez justement récemment la note stratégique de votre collègue ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mme Raissa Malou, mais en fait, cette décision, c'est sur le maintien des filles ou des écolières enceintes dans les écoles. Mais récemment, vous l'avez suivi comme nous, les écoles conventionnées catholiques ont botté en touche. Quel est l'avis du gouvernement? Merci beaucoup. Voilà, c'est une question pertinente à laquelle je veux répondre directement parce que j'ai suivi et j'ai lu beaucoup de choses à ces sujets. Alors, il faut bien qu'on se regarde dans les yeux et qu'on cesse d'être hypocrite. Lorsque la circulaire a été prise au niveau du ministère de l'Éducation, la circulaire n'avait pas pour vocation de faire croire que le gouvernement s'est mis dans une position d'encourager. Attention. Parce que une jeune fille enceinte à l'école, c'est le résultat de plusieurs failles. D'abord, il y a la faille de la maison, en termes d'encadrement. Sûrement qu'à un certain niveau, il y a peut-être la faille de l'école et qu'il ne faut pas oublier que nous avons une constitution qui consacre le droit à l'éducation et qu'on ne peut pas en aucun cas penser exclure une jeune fille parce qu'elle est tombée enceinte. Ce serait une double punition. Parce qu'il y a des enquêtes, notamment les enquêtes de population EDS, vous pouvez le lire, qui démontrent que plus les femmes sont instruites, moins elles tombent enceintes. Parce qu'elles apprennent comment se protéger. Et donc, lorsque vous dites que ces enfants ne doivent pas aller à l'école, vous les discriminez. Et en les discriminant, il y a non seulement que notre propre constitution, dans ce qu'elle stipule, est violée, mais n'oubliez pas que la République démocratique du Congo est signataire de plusieurs conventions internationales. Il existe une convention de droits de l'enfant qui proscrit toute forme d'exclusion de l'enfant à l'école. Et il ne faut pas oublier alors, parce qu'une élève, nous partons du postulat qu'elle est mineure, peut-être qu'elle a été victime. Le bourreau, il est où? On en fait quoi? Le bourreau, là, qui est derrière cette grossesse. Alors, je veux bien comprendre les positions idéologiques de l'Église, mais ici, il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, à la différence de notre époque où nous n'avions que l'OZRT, il faut admettre que nos enfants ont accès à une masse d'informations en même temps. Ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, mais c'est aussi toutes les chaînes qu'il y a avec les différents télédistributeurs que nous avons. Alors, est-ce que nous devons continuer à être conservateurs, entre guillemets, hypocrites, et ne pas aller donner une réponse à une problématique sociale qui est vécue? C'est que les enfants ont accès à des informations
sexuelles tôt. Est-ce que les vrais palliatifs, ce n'est pas d'abord l'éducation avec une grosse attention sur le sujet, premièrement. Deuxièmement, mais on peut briser certains tabous. Pourquoi pas déjà, dans cette phase d'éducation, évidemment, en fonction de l'âge des uns et des autres, commencer à leur parler des contraceptions, qui ne concernent pas que la fille, qui concernent le jeune garçon. Et donc, c'est un problème sociétal, c'est un débat de société que nous devons y compris avoir avec l'Église, parce qu'il ne faut pas se tromper. L'Église, qui est notre partenaire dans la formation ou dans l'éducation, doit aussi, sur certains sujets, regarder comment évolue le temps. Non pas pour en faire l'apologie, mais pour être sûr que nous avons donné à nos enfants la possibilité de se prémunir ou de se protéger et d'éviter des cas justement où on a des filles grosses à l'école. Et donc ici, je pense qu'on ne va pas clore les débats parce que c'est un débat qui réveille les traditions, les coutumes, les perceptions des uns des autres. Mais ici, il faut considérer qu'on ne peut pas exclure ou punir doublement une jeune fille parce qu'elle est grosse. Ce n'est pas de l'encouragement, mais ce sont ces droits qu'on fait respecter, ce sont des protocoles qu'on a ratifiés, qu'on fait respecter, quitte à nous, comme société, comme famille, comme école, de tirer les conséquences pour qu'il n'y ait pas des cas de ce genre. Et je pense que c'est faisable, et je pense que de ces points de vue, vous aussi, les médias, vous avez votre responsabilité. Merci. On va prendre la prochaine question, vous répondrez aux deux questions en même temps. Gilbert Fundi, allez-y, s'il vous plaît. Gilbert Fundi, j'ai une question pour le directeur général adjoint sur le fonds Mwinda. Quel est l'impact du fonds Mwinda sur le vécu quotidien de nos populations dans des zones rurales et périurbaines? Ouais. Merci, M. Albert. Merci à M. Onassis aussi. L'électricité aidera à ce qu'on évite des grossesses de nos enfants. C'est très sûr, on sait faire un lien direct entre, entre le manque d'électricité. Je peux vous faire un graphique sur ça. Le lien est direct. Il faut qu'on encourage l'électrification de nos zones rurales et périurbaines. Ça va énormément baisser ce risque-là. Je viens à la question de M. Onassis, qui est une question intéressante. C'est payant ou c'est gratuit? C'est payant. Mais ce n'est pas nous, évidemment, qui faisons payer. Comme je le disais tout à l'heure, on positionne des sociétés privées. Mais une société, quand elle vient, certes, elle trouve que l'État congolais a déjà investi dans une centrale, elle va la récupérer pour la gestion. Ça dépendra du type de délégation des services qu'on a, c'est affermage ou régie et tout ça. Mais sa mission, c'est aussi d'étendre. Supposons qu'elle arrive et trouve qu'on a une centrale de 500 kW et que les besoins augmentent, il a la responsabilité d'étendre la centrale, donc il va aussi investir. Donc s'il investit, il est normal qu'il puisse avoir un retour sur investissement et que la population puisse payer. Et nous, avant d'aller sur des sites et commencer l'implémentation de projets, nous faisons un grand travail de sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est payant. Maintenant, il faut comprendre que, je crois que le PCA l'a dit tout à l'heure, la capacité financière de nos compatriotes dans ces zones est moindre. D'où le fonds Mwinda. Donc ça m'amène à la deuxième question. Le fonds Mwinda intervient, du moins pour ceux qui concernent Lancer, intervient et peut intervenir dans les CAPEX ou OPEX. Mais le but, c'est que si, par exemple, mon business plan montre que pour que mon système soit rentable et que je puisse très rapidement avoir un retour sur investissement, il faut que le kilowattheure puisse coûter 50 centimes et que la population ne peut payer que 20 centimes, donc le fonds Mwinda vient payer les 30 centimes. Pour que, finalement, l'opérateur va rester dans la zone parce qu'il aura ses 50 centimes pour que ce soit rentable. La population payera ses 20 centimes parce que c'est sa capacité financière. Et nous, l'État, nous sommes contents parce que le taux d'électrification aura augmenté. Ça, c'est un élément important, un outil que nous amenons pour pouvoir pallier à ce problème. Mais sinon, c'est payant. Et je vous dis sincèrement, ça nous étonne parfois. Nous avons fait une expérience à Kamonia. Kamonia, c'est à une centaine de kilomètres de Chikapa. L'installation est faite. On leur dit, mais on va commencer à connecter que des ménages qui répondent à certains critères.
Il faudrait qu'il y ait une installation électrique. Il ne faudrait pas qu'il y ait des pailles, par exemple, sur vos maisons, mais il faut qu'il y ait une installation. Mais je vous dis, dans la semaine, une centaine de ménages étaient en conformité pour recevoir de l'électricité. Alors on se pose la question, ils ont eu l'argent, on n'en sait rien. Et il y a aussi une démarche qu'on a toujours faite lorsqu'on fait nos enquêtes, on leur pose la question de savoir, par mois, vous dépensez combien pour la braise? Vous dépensez combien pour la torche, la radio? Vous dépensez combien? Parce que c'est l'énergie. Et vous allez vous rendre compte que très facilement, ils peuvent dépasser le 15 et 20 $ mensuellement. Et l'énergie qui arrive peut peut-être coûter à peine 10 $ ou 15 $. Et c'est ça qui nous rassure en se disant, tiens, il y a peut-être une capacité à payer, mais il faut seulement travailler sur la volonté à payer. Et pour compléter un élément très important qui permet en fait à ce que les opérateurs puissent rester dans ces zones difficiles où les capacités financières des populations est ce qu'elle est. On a signé récemment, il y a peut-être 2 semaines, un protocole d'accord avec le FPI. Le FPI, sa mission, c'est pouvoir financer les industries, les petites industries. Et comme les zones rurales sont sont difficilement accessibles, le FPI va s'appuyer sur Anser pour qu'au moment où nous on donne l'électricité dans la zone, le FPI viendra accompagner dans le financement des industries qui auront déjà été identifiées en amont. Et vous allez voir que ça fait en fait un système qui garantit le développement socio-économique, qui augmente le PIB même dans la zone, qui augmente même la capacité financière de la population de la zone. La question qui était posée sur l'impact du Fonds Mwinda, le Fonds Mwinda en fait a deux rôles. D'une part, c'est celui que je viens d'expliquer tout à l'heure, dans le but d'accélérer l'électrification, mais deuxièmement, c'est pour pouvoir aider la population à avoir accès à l'électricité en travaillant sur leur capacité financière. Donc, l'impact doit être vu de manière globale. C'est ce que vous avez vu à Kananga. C'est exactement ça. Voilà. On va prendre la dernière question à Lingala avec Thierry Nando. Merci, Excellence, pour la parole. Question à Lingala pour la DGA ASER. Il y a Liboso, Natundio Botondi. 5 ans après, établissement public au Yebanité. Yebanité, Oebi, les lots population congolaise en général, les Kambotaï Lotilik, ils abonnent l'eau comme tout, ils ont dérangé ma casse. Préoccupation à mi balé, il y a le bosso plutôt. Est-ce que vous avez la biso résumé? Il y a un lobby sur le 165 projets, 22 projets réalisés, 43 itikali. Et puis, question à mon tout, préoccupation à Souka. Communication ni ASER bobombi pour la population, aïe ba mozindo ya musala bozali kosala. O ezali na kati ya quinquennat chef de l'État, li Kambotaï Lotili, qui ont dérangé ma casse. Naïbiso par exemple, Bandalungwa, pour nous citer la commune à Bongo, en tout cas, la province est belée. Les Kamboya courant, ils ont dérangé. Voilà. Thierry Lando, Bandalungwa est périurbain, taux rural. De toute façon, comme je le disais, Nena Lobakiawa, Thierry, tu as discuté, Nena Lobakiawa, ministre à ressources hydrauliques et électricité, il pas koya, Tokotsolo la Makambwana Nyonso, parce que, évidemment, responsable à SNEL, Roebi Sabino, que la demande, il y a courant à Kinshasa, par rapport à la capacité, à la production, et à SNEL, demande des a mingi. Par rapport à courant au Batindaka. Obi kebiso na kinto lo bakame, ce qui otali proportion, il y a ba Congolais au baza na courant na Congo mobimba. To sali ba progrès les ministres akoya torope sa ba chiffre de manière exacte, mais il faut y ba ke yo ce que zara na courant ato zara na délestage. Soko sali comparaison na ba compatriotes mususu baza na ba milieux ruraux périurbains, au moment que yo en avantage. Mais cela veut dire quoi? Bissot aussi, pour comprendre la problématique, nous sommes en train d'investir pour ça. Je crois que Boyokaki, Namikolo et Leki notamment, qui a eu un financement
Yamakamba Inga, parce qu'il faut commencer à développer le projet. Mais bien au-delà de ça, il y a d'autres actions qui sont en cours pour renforcer les capacités de production, pour améliorer l'approvisionnement à Kinshasa. Je crois que Naba commune Moussou amélioration c'est banda mais wana Togoyana ministre est déjà sneliemokwa ko limbola pour Batuna Batouba comprendre ce qui est fait en amont pour s'assurer que Batuna Batouba zana courant. Monsieur le DGA, biyanona mutuna yande konabiso Thierry. Merci, Excellence. Ndeko Thierry, merci, le Sako. Motuna Liboso, Olina ça la résumé, il y a Maramutuna Lobia, na Lingala. Bon, Toromeka. Tolobi Boé. 1%, 80%, il y a Ndeko Nabiso, Bavana na Bamboka. Bazan na l'otili quitté. Tona bango, il y a l'otili qui est à 1%, c'est-à-dire aux unités bateau 100, et ça a tout le monde dans la courant. Et puis, courant européen, il y a manœuvre. Mon Kondiamboka à comprendre que la population n'a pas même belé que les Gabiso na kin, que les grandes villes. Développement, normalement, il faut bander la côté, qu'on a pas de ressources, n'a pas belé, ils allaient à côté. Il y a un asali que l'oko ezala, en serre. En serre, les agences Omo Kondiamboka a lancé pour na tome malotili qui na 80 millions d'habitants, bateau bavana bamboka. Même est-ce qu'il y a des ressources, même tant que l'on a mine, ils ont un bamboka en apeka. A Pesibiso, Ningisana Makoki, Yarosala et Lokoana. Biso de Bana Moussala na 2020. Il y a les lots, tous fêté 5e anniversaire na Biso. Na 2020, 5 ans. Moutou Oya Pesa Biso Mbongo, Moutou Ali Bosso. Eza Mokonzamboka. Azwa 5 millions de dollars. Na ba dotation na émoro personnel. Enfin, personnel, dotation présidentielle. Aye, à chacun on a fonds Mwinda. On a permettre Bisso et les années de levier financier, à partir il y a 5 millions, on a tout mobilisé davantage Mbongo. Mbongo wana eza na kata fond mwinda. Mutu ali bosso o yazo croire na eloko wana wa croyaka na a comprendre vraiment avec beaucoup de précision impact ya électricité dans mboka, en tout cas mokonzi mboka na acte o ya sala kiona. Deuxième chose, l'élo aussi to sali et belé. C'est vrai que tant to bandaka to lobaki to sala 744 mégawatts. Mais les lots, to commis, na niveau morobo ya puissance, et sali que, tous en ma coquille européenne, ça l'otili qui n'a pas ménage, batouté, ménage, 95 000. Libota. Hein? Libota. Obi na mboka, to bota rebelle, hein? Libota. Ménage moro na mboka, bah ça a 10 personnes. Donc, tous en les lots, na ma coquille européenne, ça l'otili qui n'a 95 000 ménages. Tout ça, il y a un projet, les lots, ils ont 65. Tout ça, la liste, il y a 1100 projets, mais selon ma coquille, tout ça, qui jusque-là, ils ont 65. Mais ils ont un temps où ils ont comprendre le système, comprendre le réseau, les lots, ils ont une expérience. Dans un cas que na bamboula mita nous ezaroya, tout ça, ils sont ébélés. Pour ce qu'on a une expérience. Il y a Mounene. Donc 65 projets, 22 et Cécilie. Au moment où Bilili, bazola qui s'abandonne, on a bisonné bazo sepela. Courant ezana, tous en a moi na ngamu wa utaka libanda aye na vacances. Alobi mais papa tango courant ezo kende na moi raneti soki courant ki cerveau na ngape e kangami. Ce courant ezongi cerveau pe et la moki. Mais alors c'était anodin mais ça sérieux. Les lots et sengili bato mayele babanda rosala ba recherche pour na royeba impact d'ici 10 ans. Il y a manque, il y a lotiliki na mitu ya ba na biso. Biso mto sala misana na mboka ngana vanda na mboka na matana ba moto na sala ba 1000 km na sota ba nyoka. J'ai vécu dans ces zones-là, j'ai vu ce qui se passe. Na kena ba école. Moi nana oyo azana courant T eza passe. Ils ont défi mounene oyo mo kontiambo ka pesi biso et tozana na elika que to ko atteindre yango façon tous travailler. Donc 22 projets déjà réalisés na bamboka ebele bandeko bakokipe soki moyens ali na ba site internet yango na pe lika na ba journaliste pour na ba faciliter accès na site internet na biso. To na motuna ya communication.
Tous en a remarqué qu'on a ébélé que tu communiques avec ébélé penzate, mais nous sommes conscients. Tu es en place direction mobimba la communication. En tout cas, que les journalistes se basent à la libre, il y a qu'à contacter biso, tu connecter bangona service de communication pour basunga biso, basunga mboka pour un message oyo et comment. Oui, le seul fait que mutua moni que na mboka morobo et mutazu et puis ça a espoir. Et puis ça a espoir. Et puis tu dois garantir que biso tu as un plan. Tu as un plan pendant il y a 145 territoires. Na minute to yebi ni faut sala, ndenge ni faut sala. Pour na repérer sa courant na 145 territoires. Et puis tu tiens en place la stratégie wana. Et là quand les autres ça peut espoir bande qu'on a besoin. En tout cas ceux qui ba journalistes ba occupé ko sunga biso na et là qu'on a communication pour atteindre la zone oya misika et aux malam. Merci. Alors, je crois que Zaki briefing moko spécial. Parce que mingi tome ça na robeta masola politique. Na ba journaliste na classe politique to lula ka politique. Et puis politique oya biso pe tona nango ka polémique. Babilo kwa boye ba oyo bazana ngambo mususu ba opposant. Est-ce que en serre eza projet mabe proposition ni ba oki kopé sa pona ko améliorer parce que moni otosali lelo eza pona ko lakisa bino ke musala obiso tosalaka malgré contexte à guerre eza pona ko toucher ba vie ya ba congolais bisika bazali nako banda place ya silisia lobby bazana projet ya électrification il y a 145 territoires. Boebi peke biso na 145 territoires, tozo tonga ba école, tozo tonga ba centre de santé, tozo tonga ba bâtiment administratif. Siko combinaison ya courant na ba projet o tozo mema. Ozo mona kezo créer ba écosystème moko à la base, ou ko permettre à la population na biso progressivement ba banda ko se développer. Nanya roboya. Bah, le journaliste interpellation ça que binope bokende pe na terrain boke kotanji li brasserie awa parce que ba sala pe busala balobi na milieu périurbain awa kana Kinshasa bosali pa enquête bolakisi bobi en serango balobaka est-ce que pe sakape résultat yango progressivement tokobanda kokota na bino na ba débat de fond au-delà évidemment il y a ba sujet d'actualité. Ba débat on est que ça là que bino na biso tous à la malembe copé sa contribution pour Congo kende liboso. Je pense que exercice au sali lelo c'est une illustration il y a ba exercice ko ya lobby pour que progressivement na biso na bino na ba bazola na biso na ndaku to banda ko se documenter pour na romona que biso eza na domaine moko te auto négligé. Ce qui bolandi présentation malamu tobeti makambo solaire, tobeti makambo éolienne, tobeti makambo barrage, tobeti makambo micro barrage. Parce que na Congo normalement toki kozanga courante na bisika tozaleli. Yango président Félix Antoine Tshisekedi yemoko a pesa ki 5 millions de dollars. Ndenge déjà alobi awa. Pour na repesa exemple. Et là kisi que ba préoccupation nyonso ba congolais et ça, ma préoccupation au biso intégré. Monsieur le directeur général, en 1 minute, quels peuvent être vos mots pour nous donner une petite perspective des 5 prochaines années pour votre agence? Merci beaucoup, Excellence. Les 5 prochaines années, le défi, c'est d'atteindre 52%. Aujourd'hui, le taux qui est communiqué globalement est autour de 20%. Ça, c'est dans la globalité quand vous prenez et les grandes villes et vous prenez les milieux ruraux et périurbains. Mais les zones rurales, c'est seulement 1%. Le défi que nous avons pour les 5 ans à venir, c'est d'atteindre 52%. 52%, c'est-à-dire nous sommes appelés à pouvoir développer plus ou moins 8000 mégawatts dans les 5 ans à venir. Et cela est possible. Je voudrais tout simplement dire que nous avons aujourd'hui les capacités de le faire.
Nous avons une bonne expérience et des grandes capacités d'atteindre cet objectif. Nous allons vraiment travailler énormément sur la combinaison de tous les facteurs qui peuvent permettre que nous puissions atteindre l'objectif. Et lorsque je parle de 8000 mégawatts, nous atteignons à peu près 40 millions d'âmes, 40 millions de personnes, ça veut dire plus ou moins 5 millions de ménages. C'est un target, c'est un objectif qu'on peut atteindre à la lumière de ce qu'on a mis en place comme stratégie. Mais encore une fois, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. L'impact, en fait, que nous allons avoir, l'excellence l'a évoqué tout à l'heure, je vais peut-être m'arrêter là aussi, c'est un peu l'impact sur toutes les structures sociales. Ce matin, nous avons été reçus par le ministre de la Santé. Nous l'avons vu parce que nous avons, au Fonds Mwinda, un programme santé. On a un programme éducation, programme agriculture. Programme santé, le ministère de la Santé a une cartographie de tous les centres de santé de la République et nous, on a un programme santé. On est allé voir la possibilité de mutualiser les ressources pour que tous les centres de santé, particulièrement ceux plutôt qui ont déjà été construits dans le cadre du PDL 145 territoires, que nous puissions les connecter soit à partir de nos centrales existantes ou alors dans le cadre de notre programme. C'est pareil pour l'éducation, pareil pour l'agro-industrie. Je vais conclure en évoquant très rapidement l'opportunité de ces tractations effectivement qui se font entre les États-Unis et notre pays. C'est une énorme opportunité. Au début du mois prochain, il y a un grand sommet dans le contexte de ces deals, essentiellement sur l'énergie. 300 000 entreprises américaines sont intéressées à venir investir en RDC, pas seulement dans les secteurs miniers, bon, comme pensent beaucoup de personnes, mais c'est dans tous les secteurs, particulièrement le secteur de l'énergie. Et ce que je voudrais dire que toutes ces entreprises qui viennent, pour qu'elles soient opérationnelles de manière efficace, il faut l'électricité. Et aujourd'hui, nous avons déjà commencé à anticiper en combinant en fait déjà des réflexions pour voir comment est-ce que, lorsque ces programmes commencent à s'implémenter, que nous ne puissions pas avoir de gros soucis d'électricité. Merci. Voilà, merci. On va terminer, évidemment, on aura l'occasion de balancer, après des annonces, un spot des activités que vous avez prévues prochainement. Merci à vous d'avoir participé. Merci au PCA et à toute l'équipe d'Anser qui s'est associée à cet exercice de redevabilité spéciale, qui a voulu se focaliser sur ce que vous faites en termes de travail pour électrifier nos milieux ruraux et périurbains. Je ne saurais terminer sans vous rappeler que le choléra circule et qu'il y a nécessité pour nous tous de nous assurer que nous respectons les mesures préventives, notamment les nettoyages de mains et d'éviter de faire de l'automédication lorsque l'on remarque qu'il y a quelques symptômes et aller aux centres qui ont été indiqués au briefing de la dernière fois avec le ministre de la Santé. Merci et bonsoir chez vous. Électrification rurale en 2024. Des synergies positives pour un impact plus inclusif.